Eh bien, bonjour et Élodie. Bonjour Marie-Rose. On se retrouve aujourd'hui pour l'investigation numéro 233 proposée par le département d'investigation de la team Griffasie. Et tu ne connais pas le sujet. Non. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette investigation est faite dans plusieurs pays par plusieurs binômes en même temps, et qu'elle est composée d'une partie fixe avec des questions préétablies et d'une partie libre dans laquelle je pourrais t'accompagner pour qu'on approfondisse ensemble, enfin que tu approfondisses les éléments que tu auras perçus dans la partie fixe. Est-ce que tu Ok, es prête? je suis prête. Alors on y va. Je te fais une petite induction Mm. de 5. Donc prends une profonde inspiration. Et à l'expiration, tu relâches toutes les tensions et tu vides ton esprit. Je vais t'accompagner avec un décompte de 5 à 1, que tu ailles de plus en plus en profondeur dans la détente. 5. Calme et détendu. 4. 3. 2. 1. Comment te sens-tu, Élodie? Je me sens détendue Et calme? et calme. Il y a Super. juste du bruit dans mon casque dès que tu actionnes ton micro. Ça Tu veux, grésille. tu veux que je le baisse un peu? Dis-moi si. Peut-être. Je sais pas, c'est à chaque fois que tu l'utilises, ça fait comme une interférence. Ah, est-ce que là, il y a du mieux? Moi, Vas-y, parle. je parle. Ça le fait un petit peu, mais c'est moins fort. Et ça ne te perturbe pas trop. Ça va. Bien. Pendant que je compte de 1 à 3, tu visualises le système nerveux central d'une personne atteinte de sclérose en plaques. Et à 3, tu me dis comment tu le vois. 1, 2, 3. Ben, je perçois tout le système nerveux qui se ramifie absolument partout, tous les organes, toutes les viscères, et il est tout comme momifié, asséché. Momifié. Momifié, ouais. Asséché. Ok. Oui. Perçois-tu d'autres informations sur cette question Non, du système nerveux central? non. Est-ce que tu peux approfondir asséché? Bah, ça circule plus, quoi. Ça fait comme un bout de nerf qui a été coupé et qui a séché à l'air, quoi. Ok, Un bout de vieille carne. ok. Est-ce que c'est tout le système nerveux central qui est impacté par ça? Qu'est-ce que tu perçois? Bah, les branches principales Mhm. et toutes les ramifications, tout se dessèche, en fait. D'accord, bien, super, très bien. Je passe à la deuxième question.
recherche maintenant les causes ésotériques de cette maladie neurodégénérative auto-immune. Les causes ésotériques. C'est les gens qui sont dans des programmes interférents et qui génèrent une espèce d'hyperactivité ou un grand stress ou des chocs émotionnels à répétition. Et que la conscience est complètement sous le contrôlée. Ok. Tu parles de choc émotionnel? Oui. Bah, c'est les programmes mis en place par les interférents pour que ces individus-là soient particulièrement choqués de façon permanente. Ça engendre un grand stress. Et en fait, dans leur vie physique, c'est des individus qui sont tout le temps en état de stress, tout le temps en mode survie, tout le temps dans un programme. Ils sont pas du tout connectés, pas du tout en lien avec leur être profond. Contrôlé de A à Z. Ok. Ok, intéressant. D'autres informations que tu percevrais là? Non. Bien, on passe à la troisième question. Quelles sont les conditions subliminales du corps mental d'une personne atteinte de sclérose en plaques? Dis-moi quelles informations tu perçois toujours à mon 3. 1, 2, 3. Je vois quelqu'un sur un petit vélo et ça mouline. Ça mouline. Okay. Ça mouline, c'est une prison. Alors précise, qu'est-ce qui se passe quand tu dis ça mouline sur le corps ça mental? mouline, c'est-à-dire qu'en fait, ça active chez la personne l'activité mentale et ça la coupe de ses ressentis physiques. Du coup, elle se rend même pas compte qu'elle se torture toute seule. Enfin, avec ce programme mental dans sa tête de petit vélo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce sont des ruminations? C'est une activité mentale agitée? Quand tu dis ça mouline, peux-tu préciser? Je perçois là, parce que je perçois ce fameux petit vélo que ça mouline, parce que c'est quelqu'un qui va chercher constamment dans ce qu'il a à faire, pourquoi est-ce qu'il se sent stressé, et pas dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit. Okay. Et je vois un truc s'est coupé, c'est comme si cette personne-là, elle avait que sa tête. Et le reste du corps, c'est comme si elle ne le ressentait pas. Ok. Donc une grosse activité mentale principale. Plutôt tournée vers le faire, c'est ça? Ouais. Okay. Oui, c'est ça, vers le faire, vers le programme, vers le faire. Il n'y a pas d'observation de soi, quoi. C'est un robot, la personne. Et c'est ce faire qui continue d'alimenter du stress. Cette constante recherche du faire, c'est ça? Oui, et cette rupture entre le mental et le reste du corps. Entendu. Super. Entre le mental et le reste du corps. Bien. Autre question. Observe d'un point de vue métaphysique la relation entre la dépression et la sclérose en plaques. Et dis-moi ce que tu perçois. Bah, c'est intimement lié. C'est qu'à un moment donné, c'est le mode survie. C'est qu'il y a une incohérence dans les existences de ces personnes-là, puisqu'elles sont en rupture avec elles-mêmes. Et il y a des moments, le corps veut vivre, et l'esprit fait tout pour l'étouffer. Et il y a des sursauts de conscience qui continuent un peu à alimenter le corps.
Enfin, c'est serpent qui se mord la queue, quoi. C'est Mhm. cette rupture entre le mental et le corps, le fait que la personne, elle soit contrôlée de façon totalement inconsciente et par les systèmes interférents. Et cette rupture d'avec elle-même, d'avec son corps, ça crée une dépression, une grande détresse qui va encore plus alimenter le programme. Et c'est aussi une conséquence puisque tout le système nerveux est touché. Donc elle est coupée de ses ressources personnelles pour se reconnecter à elle-même et pour reprendre possession de son intégrité, de ses états d'être. Ce que tu dis, c'est qu'elle n'est pas en lien avec ses ressentis. C'est ça. Elle est coupée d'elle-même, coupée de ses ressentis, coupée de la compréhension et du langage des émotions. Ok. Bien. Perçois-tu d'autres choses avec la dépression et le lien entre dépression et sclérose en plaques? J'ai le mot danger, un danger perpétuel. Ça Et rejoint une fatigue plus. Fatigue le mot nerveuse danger, plus. il rejoint Mm. le mode survie dont tu parlais tout à l'heure. Oui. Oui. C'est un danger qui est permanent. C'est un programme danger. C'est comme si les gens qui sont atteints de sclérose en plaques, ils sont comme une gazelle qui est poursuivie par un lion H24. C'est exténuant. Et quelle est la nature du danger? En fait, c'est... Comment je vais te dire ça? Comment elle est, c'est une ambiance. C'est une perception mentale que le danger est là tout le temps. Ok, Tout est danger. L'environnement, les situations, il n'y a pas de temps de calme, il n'y a pas de répit. ok. Donc ce n'est pas raccroché à quelque chose en particulier, c'est juste un programme qui amène une perception de danger pour tout en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, très bien. On passe à l'autre question, à la prochaine question. Maintenant, connecte-toi au corps émotionnel d'une personne atteinte de sclérose en plaques et tu me dis comment tu le perçois. C'est une espèce d'ébullition de toutes les émotions de basse fréquence, de tristesse, de peur, de colère, de panique, de détresse. Et en fait, ça n'arrête pas. Mhm. Je vois, ça s'agite comme ça. C'est pas lisse, c'est pas calme. Tu disais colère, Hmm. pas d'autre que tu nommais comme émotion. Principalement des émotions de basse fréquence, de panique qui font justement réagir le système nerveux. Ok, ok. As-tu d'autres informations qui te parviennent sur le corps émotionnel et la maladie de la sclérose en plaques? J'ai le mot détresse qui me vient. C'est ce que vibre le corps émotionnel, la détresse. Et c'est ce que vibre, je trouve, le mot sclérose en plaques. Hmm. Ok. Dis-moi comment tu te sens, toi, dans... Bah, je trouve ça triste. Déconnecte-toi des émotions, Elodie. Juste, tu prends les informations. C'est suffisant. Connecte. Et remets-toi dans tes fréquences si nécessaire. Et dis-moi comment tu vas.
Ça va? La tristesse? Elle s'en va. Toujours là? Elle s'en va? Super. Bien. Observe maintenant le corps sexuel. Vas-y. Bof, c'est un truc atrophié aussi. Ça ressemble à un voile noir posé là, tombé par terre. Comme une cendre. Un papier journal qui aurait brûlé. C'est inerte, si tu le touches, ça part en poussière. Ok. Donc il n'y a rien qui circule dans le corps sexuel, c'est ça? Non, il n'y a rien qui circule dans le corps sexuel. Okay. Très bien. Déconnecte-toi de ces informations. Et on passe à la dernière question. Une interférence extraterrestre peut-elle créer ou co-créer une telle maladie? Oui, non ou partiellement? Oui. Quel type d'interférence pourrait générer ce type de maladie? J'ai des reptiliens avec des grandes queues. Ok. Ils sont verts. Des yeux jaunes. Griffus, des écailles. Reptiloïdes, ouais. D'autres systèmes interférents? Les menthes. Les menthes. D'autres choses que tu perçois? Je perçois toujours des petits gris avec eux, mais c'est principalement reptiloïdes et menthes. Ok. Menthoïdes. Très bien. Très bien. Déconnecte-toi de toutes ces informations. On a terminé avec la partie fixe. On va passer à l'exploration un peu plus approfondie sur ce thème. Dans un premier temps, je voudrais que tu observes les personnes, l'ensemble des personnes qui sont atteintes de cette maladie. Elles sont assez nombreuses. Et que tu me dises, parce qu'il y a des degrés dans cette maladie, hein, elle est plus ou moins active et plus ou moins invalidante. Du coup, j'aimerais que tu me dises, est-ce que la situation métaphysique est la même pour toutes ces personnes? À mon 3. 1, 2, 3. Est-ce que ma question est assez claire, Élodie? Tu me diras en fonction de ma réponse. Allez, je te dirai. Qu'est-ce que je perçois? La différence significative, c'est la relation de la personne avec elle-même, avec sa partie subtile, on va dire. Les gens qui ont une sensibilité et une connexion subtile avec leur conscience auront des symptômes plus légers. Ceux qui sont vraiment coupés d'eux-mêmes, et quand je te dis coupés d'eux-mêmes, c'est comme privés de volonté, comme non conscients. Et eux, c'est la cata. Donc ça dépend de ça, des gens conscients ou non conscients, de cette capacité de percevoir qu'on est plus déjà que cette matière dans laquelle on se manifeste. Quand on n'a pas conscience de toutes les ressources dont on est capable, auxquelles on est connecté, on est lourdement impacté parce qu'on c'est du pain béni, c'est facile de prendre le contrôle. C'est facile de prendre le contrôle sur l'esprit. Ok. Je voudrais que tu observes maintenant sur l'ensemble justement des personnes qui souffrent de cette maladie, si toutes sont interférées ou si malgré la maladie, en tout cas,
Il n'y a pas forcément d'interférence sur le plan métaphysique. Observe. Moi, j'ai qu'elles sont toutes interférées. Et celles qui s'en sortent, c'est celles qui se désinterfèrent. Ok. Pour autant, quand elles sont désinterférées, quelles sont les conséquences positives, on peut imaginer, sur le corps physique? Eh bien, la circulation énergétique permet aux fluides et aux énergies, aux informations de circuler dans le corps. Mais il y aura des lésions régulièrement, enfin, principalement, de ce que je perçois, des lésions physiques lourdes. Donc, il n'y a pas de rémission totale, puisqu'il y a des conséquences sur le corps physique. Ok. Donc, sur la partie subliminale des interférés, du coup, il y a une meilleure circulation des énergies, c'est ce que tu dis? Oui. Du coup, ça permet peut-être d'avoir moins de symptômes, c'est ça? Moins de symptômes et du coup plus de résilience. Donc, même si le corps physique est endommagé, voilà, la personne, elle va trouver de quoi rebondir. C'est un peu, tu sais, comme les gens qui subissent un trauma très, très grave et qui s'effondrent pas, mais qui trouvent la résilience, l'énergie de relever des défis, de dépasser tout ça. Ok, très bien. Je voudrais maintenant que tu observes qu'est-ce qui peut expliquer que cette maladie se manifeste à des degrés différents. Qu'est-ce qui fait qu'elle se manifeste à des degrés différents chez les personnes? Plus ou moins, donc avec plus ou moins d'intensité. Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer cette graduation en fait dans la maladie? Alors, le premier truc qui m'est apparu, c'est la nature des interférents. Ok. Déjà, j'ai l'impression que quand c'est les reptiliens, ils endommagent vraiment le corps. Ok. De quelle manière, du coup, avec quel système ils vont endommager le corps? Je vois qu'ils mettent un réseau, c'est comme s'il y avait un réseau annexe du système nerveux et qui crée des lésions importantes. C'est comme s'il était connecté au système naturel et leur truc crame. Ça crame vraiment les tissus, les cellules. Ok, donc ça c'est pour Les reptiliens, oui, reptiloïdes. et pour ce qui est de la forme la plus sévère de la maladie. Bah, c'est quand c'est combiné avec les menthes. Les menthes, Il y a une elles ont. collaboration entre les menthes et les reptiliens? Là, je perçois une collaboration sur un cas en particulier qui est en fauteuil roulant et qui est très très mal en point, hein, qui est proche de la mort. Le corps est proche de la mort. Et il a donc ce dispositif reptilien que je t'ai dit qui est un réplica du système nerveux. Et au niveau de la tête, c'est tout un dispositif contrôlé par les menthes pour créer des chocs fréquentiels, des pensées, des émotions. Il se fait bombarder. Si tu restes sur cette personne, remonte à l'origine à quel moment la maladie s'est manifestée pour lui. Regarde. Bah, j'ai un premier accident. Un premier accident, tu dis? Je perçois un petit garçon qui tombe de son vélo, qui s'est fait accidenter par une voiture.
c'est comme si à ce moment-là, il y avait les systèmes interférents qui se mettaient en place. Parce il a eu peur de mourir. Il a ressenti un grand danger et pour être courageux, il a gardé ça pour lui. Et il n'en parlait pas. Il n'en parle pas. Il est fort, il dit ça va, ça va. Mais en fait, il a eu tellement peur de mourir que ça s'est vraiment cristallisé en lui et il en rêve beaucoup, il y pense beaucoup et les ruminations commencent comme ça. Et ça va être c'est un trauma qui va occasionner cet état de détresse, comme je te disais tout à l'heure. Ça crée une dégénérescence cellulaire. Ça crée un état d'alerte. Et le fait qu'il ne se sente pas libre d'exprimer ses émotions et de raconter son histoire, de ce qui lui est arrivé du début jusqu'à la fin et de ce qu'il a ressenti, c'est comme s'il s'enfermait tout seul dans sa détresse, dans son trauma. Ok. Et du coup, la maladie commence à s'installer à ce moment-là? Oui. Et regarde combien de temps prend la maladie pour dégrader le corps physique, au point où tu l'as vu en fauteuil roulant. J'ai 30 ans. 30 ans. Ok. Et durant ces 30 ans, avec des symptômes de plus en plus... qui s'accentuent. Douloureux et intenses, c'est ça? C'est ça. Et qui causent l'immobilité. Ok. Ok. Déconnecte de tout, là, de tout ce que tu as perçu. Et regarde maintenant la situation des personnes qui sont atteintes de cette maladie, mais d'une manière un peu moins intense, en tout cas, oui, moins intense. Regarde ce qui se passe sur le plan métaphysique. Je perçois la même chose que le petit garçon, si tu veux. Je perçois un choc fréquentiel, un trauma qu'ils auraient vécu. Et encore une fois, cette absence de considération de leurs émotions. Tu vois, ils prennent sur eux. Ils n'en parlent pas, ils le cachent, ils l'enfouissent, sauf qu'il y a une destruction cellulaire. Le fait de ne pas exprimer les émotions crée la destruction cellulaire. C'est ça, le fait de rester figé dans le trauma et de le ruminer. Comme s'il n'y avait ni début ni fin, que ça il restait perpétuel. Okay. Et qu'il est étouffé. Et en fait, c'est une espèce de... C'est hyper violent pour le corps et l'esprit. Parce que c'est incompréhensible de faire ça. C'est contre nature et ça va provoquer des destructions cellulaires dans le cerveau. Donc, si on généralise et regarde, tu peux observer de façon plus générale le fait de ne pas exprimer ses émotions amène une dégénérescence d'une manière générale. Oui, je vois des destructions cellulaires dans le cerveau. Okay. Des connexions qui ne se font plus. Ouais. Est-ce que c'est simplement le fait de ne pas exprimer les émotions? Parce que pour les exprimer, il faut déjà les identifier et pouvoir se repérer dans la panoplie, l'éventail. C'est ça en fait, c'est que c'est même les étouffer, ne pas vouloir les ressentir. C'est cette action forte et violente de vouloir... C'est tellement trop que du coup, on va couper. Il va y avoir une forme de dissociation? Exactement, c'est ça le mot. Ok. Pas vouloir les ressentir. Pour autant, si on reste sur cette idée, des traumas, il y en a de toutes sortes et tous les traumas n'amènent pas forcément, alors oui, des dissociations, oui, mais n'amènent pas forcément une entrée dans la maladie. Non. Observe. Non, effectivement. Et du coup, observe, c'est qu'est-ce qui va faire que pour certains,
le choc fréquentiel, le trauma peut amener l'entrée dans la maladie, et pour d'autres, ça prendra d'autres formes qu'une entrée dans la maladie. Il y en a qui sont déjà chargés de mémoire traumatique, dont ils ont hérité. De vie passée. Oui. Oui. Donc en fait, ça fait une surenchère, c'est-à-dire que toi, si c'est la première fois que tu vis un trauma, ça va faire une petite étincelle, et là, ça fait un feu d'artifice, quoi. Ça vient rallumer toutes les mémoires qui sont... Donc c'est la somme des vies pour lesquelles il y a eu des traumas répétés qui va faire que du coup, à un moment donné, le corps va réagir et ça va se mettre en place une maladie, plus le système interférent dont tu parlais. Oui. Ok. Déconnecte de ça. Et quelles sont les personnes tu disais que il y avait des personnes qui étaient plus connectées, en tout cas à leur partie subliminale. En tout cas, tout n'était pas coupé, puisque tu parles depuis le début de quelque chose qui se coupe. Comment ces personnes qui sont atteintes de la maladie parviennent, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qu'elles parviennent à mettre en place pour du coup rester à un niveau, alors je ne sais pas si on peut dire comme ça, acceptable dans les symptômes en tout cas, que ça ne vienne pas invalider complètement leur existence. Regarde juste ça. Est-ce que c'est clair ma question, Élodie ? Je crois, oui. Je vais te dire avec ma réponse. Vas-y, tu vas me dire, ok. Alors, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de l'environnement. Ça dépend des relations. Ça dépend de la proximité avec le vivant. J'entends la nature, les relations sociales, la qualité de vie, tout ça. Là, je perçois quelqu'un qui est très en lien avec la nature, avec le vivant, qui s'émerveille, qui est très proche de la nature, pour résumer. Et cette personne, comme elle est observatrice de ces énergies qui sont tout autour d'elle et qui l'émerveillent, elle est aussi observatrice de ce qui se passe en elle. Donc, en fait, en fonction de son environnement, elle va être accompagnée par des personnes qui peuvent lui ouvrir les yeux un peu sur cet état de coupure, de dissociation, pour qu'elle se remette à s'observer et à comprendre ce qui se passe en elle, et reprendre un peu la maîtrise et la relation entre son corps et son esprit. Et ouais, c'est surtout cette connexion, cette sensation de l'énergie du vivant qui fait toute la différence. Mais tu dis également l'environnement, les relations, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des éléments extérieurs aidants qui, malgré la maladie, participent d'une certaine manière à ce que cette maladie ne prenne pas tout le terrain, en fait. Que du coup, la personne puisse vibrer avec des émotions aussi positives, c'est ce que tu dis. Oui, il y a du soutien extérieur, oui. Des ressources extérieures. Pour aider à réactiver celles qui sont à l'intérieur. Et du coup, observe la personne là, dont tu avais les informations, là, pour laquelle tu avais ces informations, et regarde de loin la partie subliminale, et regarde si elle est libre. Non. Elle ne l'est pas. Non. Du coup, quelles informations sont apportées à sa partie subliminale, de cette partie physique qui, malgré tout, parvient à modifier, ou en tout cas à limiter les dégâts de la maladie sur elle? Quelles informations récupère la partie subliminale
de sa partie physique. En fait, cette partie subliminale a fait une expérience, c'est comme une collaboration pour expérimenter justement la résilience. Et là, de ce que je perçois, elle a collaboré avec un système interférent qu'elle a laissé entrer dans son espace, mais en fait, c'est maîtrisé. C'est-à-dire que là, pour cette personne-là, elle est tout à fait en mesure, une fois qu'elle a décidé que l'expérience était menée comme elle le souhaitait, de virer les interférents de son espace. Vraiment. Là, oui. Celle-ci, Pour oui. la situation que tu... Du coup, ça limite les dégâts pour la partie physique. Oui. Ok. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'elle a souhaité collaborer cette partie subliminale? Elle voulait expérimenter, tu dis, la résilience? Oui. Je perçois un intérêt pour les connexions entre consciences. Observer comment les consciences des êtres qui vont entourer cette personne vont interagir avec elle pour comme un projet d'interconnexion pour voir comment est-ce que jusque dans le corps on peut s'entraider. Ok. Et qu'est-ce qui te fait dire que cette partie subliminale est en capacité, une fois qu'elle aura récupéré les informations qui l'intéressaient autour de la résilience, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle va être en mesure de se libérer des interférences? C'est sa position dans son espace, elle est très présente et puis eux ils sont très en arrière-plan et je la sens puissante, elle gère son espace en fait, elle gère son expérience. Ok. Ok. Donc c'est vrai que c'est pas cool pour le corps, mais c'est une expérience. Et pour en venir justement au corps, hein, tu disais, bon, cette personne était connectée avec le vivant, en tout cas, et que ça produisait de l'émerveillement, en tout cas des fréquences plutôt positives. Sur le corps physique, quels sont les symptômes de la maladie qui étaient quand même pas trop intenses, tu disais? Des difficultés à se déplacer et des douleurs lancinantes. Principalement ça. Donc beaucoup de temps au soleil, à regarder la nature comme une toile, quoi, et à s'émerveiller. Ok. En prenant la chaleur du soleil, la lumière. Ok. Bien. Déconnecte-toi de ces informations et j'aimerais que tu ailles regarder, que tu ailles observer au niveau génétique s'il y a des prédispositions génétiques communes pour cette maladie. Oui. Oui, des gènes dormants. Et c'est encore en lien avec l'atavisme des mémoires. Et ça va être réveillé en fonction de l'état fréquentiel de la personne. Okay. Regarde ces gènes dormants et dis-moi ce que tu perçois en les observant. Quelle est l'information qui est là? C'est pareil, une vibration. Ils sont bleu nuit, très brillants. Et ça s'active dès qu'il y a une détresse très importante. Une dissociation, une détresse, un état de choc. Ok. Du coup, j'aimerais que tu ailles voir le tout début de ce gène. À quel moment il prend
un exemple, une situation, et regarde à quel moment ce gène il s'est posé, en fait, il s'est installé, son origine. Je vois une seringue. Il est comme injecté. Ok. Par qui? Bah, je vois. À la fois, je perçois un humain et à la fois, je perçois un reptile qui injecte dans le bras d'une personne ce liquide bleu, bleu nuit, qui va venir Se modifier la poser. structure de Ouais. l'ADN. Ok. Donc ça, c'est l'origine. Oui. Quelle est l'information qui est donnée à ce moment-là dans l'ADN? Contrôle de dissociation, détresse, danger. D'accord. C'est ce que tu appelais tout à l'heure le programme, c'est ça? Le programme danger Programme permanent. danger, ouais. Ouais, Programme c'est ça. danger permanent. Ok. À quelle époque on est dans ce que tu observes? Tu n'arrives pas à... 1940. Je sais pas. Ok. Est-ce que ces gènes dormants sont communs aux gens qui présentent la sclérose en plaques, Oui. avec la même origine que ce que tu décris là, d'un programme danger permanent? Bah, avec la même origine, oui. Puis ensuite, c'est la reproduction qui va faire que c'est transmis. Mhm. Ok. Et ça sera lié aux mémoires, aux événements de vie, aux traumas, aux expériences qui vont du coup réveiller, activer Oui. ces gènes. Ok. Donc, une partie subliminale qui aurait fait l'expérience comme ça dans ces incarnations de, de trauma, etc., et qui du coup présente la maladie de la sclérose en plaques. Donc, une fois que cette personne fait une session, HRE par exemple, qu'est-ce que ça va modifier dans son ADN? Même si la maladie est toujours active dans la partie physique, c'est ce que tu disais tout à l'heure, y a-t-il quelque chose qui va du coup disparaître de son ADN? Est-ce que ces gènes vont être Ils sont neutralisés? neutralisés. Ok, ils vont être neutralisés. Et dans le corps, c'est neutralisé aussi. C'est juste que ça laisse en l'état. Mhm. Ça répare pas les dégâts. Ça veut dire que dans plusieurs générations, les gènes dormants s'étaient transmis aussi? Oui. Ok. Alors, dans le cas d'une conscience qui s'est libérée, comme l'information est neutralisée, la mémoire est comme on va dire, un souvenir. Mhm. Ok. Donc elle ne va plus s'activer. Non. Déconnecte de tout ça. Comment tu te sens, Élodie? Bien. Bien? Fréquentiellement? Bien. Ça va? Ok. Mm. Je voudrais que tu regardes de nouveau le système nerveux central dont tu disais qu'il était momifié, asséché, que ça circulait plus. Et que tu me dises en termes de temps, parce que tout à l'heure, quand on parlait de cet homme, tu as dit 30 ans pour que ça se dégrade. C'est quoi la moyenne euh, de, de cet assèchement au niveau du système nerveux central en termes de temps, en fait, si tu as l'information? J'ai une fourchette. Ça me dit j'ai 20 et j'ai 50.
entre 20 et 50 ans, Mm. pour que ça circule plus. Ça s'atrophie complètement. Quelles sont les zones qui vont être le plus touchées par la sclérose en plaques? La mobilité, ce que tu disais tout à l'heure. J'ai la colonne, les extrémités, principalement colonne vertébrale et les extrémités, doigts et les jambes. Et après, bah, ça touche tout le reste, hein. Tous les organes et les viscères sont Impactés aussi. Impactés aussi, oui. Et l'aspect cognitif, tu disais le corps mental était... Ah bah, de toute façon, l'aspect cognitif, oui, c'est ça, comme je te disais, ça fait une espèce de casque. Donc oui, colonne vertébrale, extrémité et puis la tête. Puisque j'observe des destructions des cellules, les neurones, etc., entre les différentes sphères du cerveau. Ok. Donc ça crée des grosses douleurs à la tête. Mais toute la tête, ça fait vraiment un casque, quoi. Tête lourde, douloureuse. Tu expliquais tout à l'heure que le corps mental donc était particulièrement affecté, hein, ça mouline, tu disais ça active l'activité mentale, mais d'une manière un peu chaotique, c'est ce que tu disais. Oui. Que le corps émotionnel était beaucoup dans des fréquences basses et que le corps sexuel était complètement atrophié. Donc, ce que je voudrais que tu regardes, c'est à partir du moment où la personne est désinterférée, puisque tu évoquais le fait que c'était souvent le système interférent qui était à l'origine de tout ça. À partir du moment où la personne fait une session HRE et complètement sa partie subliminale est désinterférée, comment vont circuler de nouveau ces énergies entre le corps mental, le corps émotionnel, le corps sexuel? Est-ce que tu vois quelque chose qui bouge alors que c'était assez Tout chaotique? bouge. Tout bouge. Tout bouge. Et ça s'harmonise? Bah, le corps émotionnel, c'est plus doux. Elle arrive à créer des émotions d'émerveillement, de joie, etc. Ça passe d'abord par le corps émotionnel qui va aider à rétablir le corps mental. Oui. Et ensuite, une fois que ce corps émotionnel, ce corps mental, ça circule bien, le corps sexuel est remis en route. Mais ça prend du temps avant que ça se réharmonise et que ça s'équilibre et que les corps soient équilibrés et que ça circule librement entre eux. Et c'est d'abord le corps émotionnel, après le corps mental et après le corps sexuel. Ok, quand tu dis ça prend du temps, c'est quoi à peu près le temps? J'ai une dizaine d'années. Ah ouais. Pour trouver une stabilité, quoi. Ok. Et dans le cas que j'observe, où effectivement il y a les conditions environnementales, subliminales, physiques, Qui favorise une forme de guérison, enfin en tout cas d'apaisement au niveau des symptômes, c'est ça? Et du coup, une meilleure circulation énergétique. Dans tous les cas, une meilleure circulation énergétique dans les différents corps favorise un apaisement des symptômes. Tout à fait. Tout est plus juste et plus en équilibre pour la partie physique qui se sent, si tu veux, se sent plus... Il y a une sensation de bien-être et de calme qui s'installe. Ok. Et je voudrais revenir sur les émotions, hein, parce qu'elles jouent un rôle, de toute évidence, extrêmement important en général, ça joue un rôle extrêmement important.
et ce que tu évoquais de ne pas vouloir les ressentir, en fait. Mm. Il y a les programmes qui sont d'ordre sociétal et il y a les programmes qui sont implantés, Ok. qui sont déjà là depuis très longtemps et qui sont aussi dans la société pour les mêmes raisons, c'est-à-dire empêcher à l'être d'être intègre, Mm, mm, mm. Et du qu'on coup, soit constamment séparé, divisé déjà soi-même avec soi-même. Mm. Mais du coup, quand une personne, tu disais, ne veut pas les ressentir, pour autant, cette émotion, elle est passée par son corps. Et où va-t-elle? Ce qui se passe, c'est que cette émotion, quand elle est étouffée, combattue, eh ben, elle se fragmente et elle se complexifie. Donc, d'une fréquence de tristesse, admettons, si elle est écrabouillée, elle va se fragmenter et elle va se complexifier. De quelle manière ça se complexifie? Tu peux préciser ça? Bah, c'est-à-dire que tu pars d'une tristesse et tu vas avoir ensuite de la colère, de la culpabilité, encore de la tristesse, de la désillusion, de la séparation. Et en fait, à chaque fois que c'est étouffé, ça continue de se diviser, de se complexifier. Et où est-ce que ça va? Bah, dans le corps émotionnel. Dans le Mais corps si la émotionnel. mais si la personne ne les ressent pas, qu'est-ce qui se passe du coup pour elle? Elle est coupée de ses émotions à ce moment-là ou elle ressent la colère, elle ressent une certaine détresse ou pas Ah, elle du ressent une certaine détresse, mais elle l'identifie pas, elle l'observe pas. Il se mmh, passe plein de choses en elle. C'est mmh, inconfortable, mmh, c'est même insupportable. Mais elle lutte contre, et elle lutte jusqu'à un certain point où la dissociation se fait. Et il mmh. y a rupture entre la communication entre le corps émotionnel et le corps mental. Et le corps émotionnel, il est en ébullition. C'est une multitude, un complexe d'émotions qui sont fragmentées, dont on ne connaît même plus l'origine. Et le corps mental, il est en roue libre tout seul, OK, donc il y a avec plus son cette programme. connexion qui permet, de traverser les émotions, de les Non. comprendre et de s'en détacher du coup? Mm. OK, OK. Bien. Est-ce que tu perçois d'autres choses concernant, la maladie, sur le plan métaphysique de la sclérose en plaques? Ou des informations concernant le système interférent qui intervient dans ce type de maladie, comme dans d'autres d'ailleurs? Non. Là, j'ai juste l'image d'une abduction. OK, C'est dis-moi. un des procédés, l'abduction. Mmh. Et puis, ils font les injections dans le vaisseau, mais il me semble que c'est fait aussi sur Terre. Donc, Des c'est un truc. injections, tu parles des injections Le, du gène dont oui, tu parlais tout le, à l'heure? oui. OK, OK. Quelle est l'intention, finale, l'objectif? C'est générer de la détresse et de la souffrance. Mmh. Il y a pas besoin de ça pour ça, non? Dans notre système, c'est Ils n'ont l'objectif, pas de limite. Le ouais, reptiloïde, il jubile. La souffrance physique, ça le fait jubiler. ouais. La menthe, elle, c'est à quel point elle est en capacité de dissocier les corps. Tu vois, Mmh. Mmh. c'est on est des gros cobayes. OK, OK. Bien. Eh bien, si tu es d'accord, on va rentrer? Ok, Merci pour ces informations et je te ramène tranquillement. Donc déconnecte de tout, de toutes tes informations, de toutes tes perceptions, de tous et tu reviens
dans ta physicalité et dans tes fréquences, celles qui sont les plus agréables pour toi, les plus douces. Et elles se diffusent dans toutes tes cellules. Elles ravivent ton corps, tous tes muscles, pour être forte, puissante, et pour éprouver un bien-être profond et te sentir merveilleusement bien pour finir cette journée. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Comment tu te sens, Élodie? Eh bien, bien, merci. Bon, merci pour toutes ces informations. Avec C'est plaisir. très intéressant. Et du coup, on va saluer tout le monde. Au revoir. Au revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì.
Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.